السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم ايبيزود جديده من الكونسيبت ديالنا ديال لا سيري لايف مانتورشيب. اليوم معنا السي احمد اللي زعما غنستافدوا منه بزاف ديال الحوايج، سيرتو في لو دومين ديال الاي اي داتا لونتربرونيا، على واحد لا تيماتيك اللي ان شاء الله اللي تاع لو جور دوي، يعني شي حاجه اللي كنعيشوها مع هاد الترانسفورماسيون، سيرتو هاد الترانسفورماسيون اللي واقعه دابا ديال الاي اي، لي شات بوت، شات جي بي تي. لا تيماتيك ديالنا ان شاء الله تكون لونتربرونيا، لا داتا، اي لابروتيساج ا لير دو ليا. يعني غنديكوفريو بزاف ديال الحوايج ان شاء الله، وغنستافدوا ان شاء الله بزاف ديال الحوايج. الوغ قبل ما نبداو نعطيو الكلمه للسي احمد باش يعطينا واحد بريف انتروديكسيون عليه باش نتعرفوا عليه اكثر ان شاء الله. Shukran bzaf, Si Jawad, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très honoré de participer avec vous à cette émission qui est très intéressante, qui montre l'intérêt des élèves ingénieurs à la thématique de l'intelligence artificielle, de la data et des nouvelles technologies plus généralement. Donc je suis un ingénieur marocain. J'ai eu ma formation en France, dans la partie supérieure. Donc j'ai fait un diplôme d'ingénieur à l'EFRE Paris, puis un double diplôme entre AgroParisTech et l'Université Paris-Dauphine, notamment dans l'intelligence artificielle, les systèmes intelligents et les big data. Et aujourd'hui, je suis là pour échanger avec vous tout d'abord, avec Jawad et avec toutes les personnes qui vont suivre cette émission et les étudiants de l'ENSA de Oujda pour vous partager mon humble expérience et, j'ose espérer, vous aider à mieux choisir les prochaines étapes dans vos différents parcours. Merci beaucoup على بعد l'acceptation de l'invitation. Ça me fait plaisir انك تكون معنا حنايا والله. Merci beaucoup. الوغ اول حاجه اللي نبداو بها هي البلاتفورم ديال تيلميكود. الكونسيبت تاعها زعما تشرح لينا الكونسيبت تاع البلاتفورم، يعني كيفاش جات، شنو هما لي بروبليم اللي حاولت البلاتفورم تبدا منهم باش تلونسا اللي حلاتهم. Donc pour ce qui est de Tillmicode est une histoire. C'est une histoire tout d'abord d'amitié. Donc nous sommes les fondateurs, nous sommes tous des amis et nous avons, on va dire, différents profils, mais nous sommes complémentaires. L'histoire de Tillmicode a commencé lorsque je discutais avec Abdelghani. Abdelghani, c'est mon associé. C'est le Chief Global Strategy Officer de Tillmicode. Il est aussi ingénieur de l'EFRE. Il est un peu plus jeune que moi, mais c'est quelqu'un qui sait développer un produit et qui sait développer un mindset autour d'un produit. Donc, il sait le vendre. Pourquoi ce point est intéressant? On va le voir là dans quelques instants. Donc, on discutait avec lui par rapport à la création d'une école physique à Oujda. Une école d'informatique pour les enfants à Oujda. Et en discutant avec lui, je lui ai dit, bon, ben, si tu ouvres une école, te connaissant, tu n'arriveras pas à la gérer. Tu es tout le temps en voyage, tu es en Europe, tu es à Casa. Comment tu vas la gérer? Au moins, je blaguais comme ça, au moins si tu étais marié, ton épouse pourrait la gérer mieux que toi. Donc il m'a dit, c'est vrai, c'est pas quelque chose d'intéressant. Et je lui ai dit, ben, pourquoi on ne ferait pas une école pour tout le monde, une plateforme finalement, qui permettrait aux élèves, dès leur plus jeune âge, d'entamer leur apprentissage, leur familiarisation avec les nouvelles technologies à travers l'algorithmie, la cybersécurité, la citoyenneté numérique, l'intelligence artificielle et bien d'autres domaines et d'autres thématiques. En ayant eu cette idée, je lui ai proposé d'aller rendre visite aux écoles, à des écoles à Oujda. En leur rendant visite, il les a convaincus de ce produit alors que le produit n'existait pas encore. Donc c'était juste un bout de papier qu'il est allé présenter et qu'il a défendu férocement. Et on a eu deux institutions qui ont signé alors que le produit n'existait pas encore. Avec une promesse de ma part que nous allons en quelques semaines et on va intégrer ces écoles-là, c'est-à-dire qu'elles vont avoir du contenu, une plateforme. Donc c'est comme ça que ça a commencé. À partir de début septembre, on avait les premiers engagements des différentes institutions. Le 7 octobre, on avait déjà un MVP fonctionnel que les écoles pouvaient utiliser, et donc leurs élèves pouvaient utiliser pour apprendre de l'algorithme. Pour aller plus en détail, oui, Certes, je pense, si tu peux me confirmer, يعني كاين l'idée تاع la gamification وكاين l'utilisation تاع AI à l'intérieur ديال البلاتفورم، يعني ماشي بلاتفورم اجي وقراو صافي، مي كاين واحد الانتيغراسيون دي زوتيل
ديال l'intelligence artificielle pour suivre زعما l'étudiant ولا l'élève surtout في الباركور ديالو شنو ياك je pense comme ça. Oui, donc j'allais y venir. Une plateforme, déjà, c'est un environnement avec plusieurs degrés de liberté. Par exemple, lorsqu'on est sur Facebook, on a plusieurs degrés de liberté. On peut à la fois partager des vidéos, lire des publications, écrire des publications, aller interagir avec les publications des autres, écrire des messages, etc. Il faut bien s'imaginer qu'on ne peut pas construire une plateforme d'un claquement de doigts. Donc, il faut commencer progressivement. On a commencé sur la plateforme Timicode par la gamification des enseignements informatiques. Nous avons remarqué qu'il existe des initiatives très timides et de par notre expérience à développer des modules pour certaines plateformes dans des pays occidentaux, en Europe et aux États-Unis, on s'est dit on va refaire cette expérience en utilisant ces concepts. Une touche marocaine, c'est des noms de personnages marocains. Par exemple, notre mascotte, c'est Faizan. Ce n'est pas John ou Thomas ou je ne sais quoi. C'est quelque chose qui se rapproche de notre culture arabo-berbère. Et ensuite, en ayant construit ce scénario, on a commencé par l'algorithmie, par ce qui est la construction d'algorithmes avec des blocs, par ce qui est l'apprentissage de coding JavaScript. Et finalement, sur une même année, les élèves, ils ont terminé par la création de jeux vidéo 2D avec leurs apprentissages en Blockly et en JavaScript. Donc ça, c'était la partie gamification. Au tout début, pour être sincère, l'intelligence artificielle figurait juste comme un assistant sur cette partie de la gamification. Et je souligne l'importance de ça, parce que personne, moi, de par mon expérience, personne ne sait exactement où il va en termes de produits dès le jour zéro. On commence par un crochet ou bien un hameçon. Ça veut dire c'est la partie du produit qui est la plus excitante, qui est la plus intéressante pour le client. Et au fur et à mesure, on enrichit, on étoffe cette palette de fonctionnalités pour construire un produit plus complet, plus large. D'où le concept de MVP. D'accord ? L'IA, comment on l'utilise ? Comment on l'a intégré ? On a bien réfléchi avant d'intégrer l'IA, parce que l'IA, c'est très utile, c'est très engageant, c'est très percutant. On le voit que ça change notre façon d'interagir avec l'information. Donc, on voulait vraiment l'inscrire dans un usage à la fois, mais aussi qui aide à progresser. Ça veut dire qui est évolutif avec chacun en fonction de son niveau, en fonction de son parcours, en fonction de ses intérêts et de ses aspirations. Et donc, on a créé ce qu'on appelle, donc dans Timicode, dans la plateforme, on a 2 produits. On a Tilmicode, où les élèves vont apprendre du code avec de la gamification. Et on a Tilmid Plus. Le Tilmid Plus, qui est une intelligence artificielle qui représente un tuteur, un compagnon intelligent sur l'ensemble des matières du programme national marocain, du premier niveau, donc Bitloul, jusqu'au baccalauréat. هاد لابارتي كونسيرن هاد لابارتي دابا كاين دي ستاتيستيك كيقول لك في يوتيوب كيقول لي فيديو ايديوكاتيف لقاو زعما كاين واحد ديمينيسيون ولا كنقولوا ما كاينش مشاهدات بزاف لانه دابا بحال ولات ليديكاسيون معتمده على لي زاسيستون شات جي بي تي بنادم كيتعلم غير من الانتراكسيون مع لاسيستون ولا مع الانتيليجنس ارتيفيسيال في هاد الوقيته. يعني واش كتشوف هاد الحاجه شي حاجه بوزيتيف ولا عندها دي ريسك من هنايا لقدام ولا يعني انتم ملي الداتا اللي عندكم واش كاين واحد الغوتور اللي من لي بارون ولا من لي زيلي كتشوف واحد الغوتور اللي بوزيتيف ولا اش بان لك في هاد Alors, ce que je vais dire, c'est tout d'abord, cette question, elle est très complexe dans le sens où elle contient beaucoup d'éléments de réponse. Parce que quand on parle d'un assistant qui va aider les élèves à apprendre, il y a aussi la manière, comment ils y sont exposés, quels sont les outils qui leur sont donnés pour s'auto-évaluer et savoir si l'IA ne leur raconte pas n'importe quoi. Est-ce qu'ils sont accompagnés par des adultes, donc par leurs tuteurs, par leurs professeurs, leurs enseignants? Est-ce que leurs parents sont conscients de l'impact et de l'influence qu'ils subissent à partir de ces intelligences artificielles? Il y a une énorme quantité de questions auxquelles on devrait répondre pour évaluer que l'élève Jawad,
utilise mieux l'IA que l'élève Saïd. D'accord? Ce n'est pas une réponse binaire, ce n'est pas blanc ou noir, c'est un ensemble d'éléments environnementaux qui permettent de savoir si on utilise l'IA ou bien on propose l'IA à un apprenti, on va dire un apprenti en général, de façon efficace. Parce que l'IA peut être néfaste à l'apprentissage d'un enfant, comme un adulte peut devenir addictif et paresseux par rapport à son contact à l'IA. C'est-à-dire que peu importe la question qui va lui venir en tête, qui va lui venir à l'esprit, ben, il va directement aller chercher dans l'IA et il va y croire. C'est qu'il ne va même pas chercher à s'assurer de la correctitude, si je me permets, de la réponse, de la véracité de la réponse. Et de la réponse à ta question, quels sont les outils, je dirais, qu'on doit mettre à disposition aux élèves pour qu'ils puissent utiliser l'IA efficacement, et quels sont les outils qu'on doit mettre à disposition des enseignants et des parents pour qu'ils puissent superviser les élèves pendant leur apprentissage. Et donc, nous, qu'est-ce que nous nous sommes imaginés? Nous nous sommes imaginés que TinyMeet Plus ne va pas être un moteur d'IA générative qui cherche des réponses à des questions, mais ça va plutôt être un assistant interactif. Par exemple, Jawad, il arrive, il dit, moi, je veux travailler les identités remarquables de la première année collège. Donc, TinyMeet Plus, que fait-il? Il propose un schéma résumé de cours où il explique un peu les différents aspects des identités remarquables, comment elles sont factorisées, comment elles sont divisées, comment on calcule la multiplication entre deux identités remarquables, etc. Et il va proposer des exercices interactifs directement sur la plateforme où l'élève, il va répondre, donc il va faire son brouillon manuellement, il va répondre, et en répondant, petit à petit, l'IA va évaluer son niveau de connaissance sur le sujet. Et donc, comme ça, l'élève, il est accompagné de façon progressive, comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est évolutif. Et en plus, derrière, on calcule sa compétence sur ce sujet-là, et on remonte dans un dashboard dédié aux enseignants et aux parents désireux de le voir, on va dire un résumé général des compétences, de l'apprentissage, des sujets sur lesquels il est à l'aise. On remonte des remarques sur les capacités orales, les capacités d'expression écrite aussi. Donc, on a un tableau de bord avec des indicateurs qui permet aux enseignants et aux parents de savoir où se dirige l'élève dans son apprentissage. Donc, l'IA ne devient pas une source de réponse, devient un outil d'apprentissage et un outil qui, petit à petit, autonomise l'élève dans la sélection des matières dans lesquelles il doit se renforcer. Parce qu'elle va l'évaluer, elle va lui donner une visibilité sur ses capacités, une visibilité sur ses faiblesses, une visibilité sur ses forces, et il va avoir donc un outil pour décider. Par exemple, si tu as 2 examens et que tu es assez bon en physique, mais que tu es mauvais en maths, tu vas choisir d'aller réviser les maths. Et bien, ce principe-là, on va le généraliser et on va donner un outil qui va permettre aux enfants de s'auto-évaluer, de se poser les bonnes questions et de eux-mêmes savoir comment se renforcer. يعني l'outil de l'IA en résumé يعني l'outil de l'IA هي l'outil اللي قويه بزاف mais il faut savoir comment l'utiliser يعني يقدر واحد يutiliser de manière positive اللي غتقدر تزيد به واحد لوطر اللي ما يعرفش يقدر باغ اكزومبل غير في الكودين كاين اللي غينقلو صافي مي لوطر اللي يقدر هو يحاول يديكودي ديك الكود سطر بسطر ويحاول يشاطي ويحاول يكون كما قلتي كاين واحد المراقبه كما قلتي واحد كما نقولوا amélioration كتكون étape par étape ماشي كيجي دقه واحده ويعرف كلشي. Exactement. Plus, TinyMeet Plus, on a travaillé sur ce point-là pour accompagner les élèves sur les matières du programme national marocain. En tout cas, sur l'IA, moi, ce que je peux dire, c'est il faut doter les étudiants, les élèves, les étudiants et les parents désireux qui sont intéressés de certaines notions, notamment, par exemple, on voit beaucoup dernièrement des formations de prompting qui sont proposées de partout. C'est très intéressant de faire ces formations, mais pour les experts ou bien les futurs experts, je dirais plutôt les futurs experts qui sont les étudiants en ingénierie informatique, il faut aller plus loin, il faut comprendre comment déjà cette IA a été inventée, même si on ne va pas la reproduire, même si on ne va pas la recoder et la développer. Il faut comprendre comment elle a été réalisée. Il faut comprendre dans quel but elle a été réalisée et pourquoi de cette manière.
Pourquoi avec une multitude de couches de réseaux de neurones? Pourquoi avec des transformers? Pourquoi? Il faut comprendre ces notions et pourquoi elles ont été utilisées et pas d'autres. D'accord? Parce que les réseaux de neurones, etc., les réseaux de neurones, les méthodes statistiques, les outils mathématiques, ils existaient. Ils existaient depuis très longtemps. Le réseau de neurones a été, le premier article qui a été publié d'une modélisation de réseau de neurones date de 1980 quelque chose, 83 si je ne me trompe pas. Et donc, ces outils-là existaient déjà. La combinaison de ces outils, l'évolution des technologies hardware et software, et surtout hardware, les capacités de calcul, les paradigmes de calcul, les paradigmes d'architecture qui ont émergé, ont permis l'apparition d'outils puissants, d'outils qui synthétisent une sorte d'intelligence humaine. Et donc, il faut aller le comprendre. Il faut comprendre comment ça marche, en tout cas pour les ingénieurs. Pour les autres, il faut les doter d'outils comme le prompting, et il faut les doter d'un outil qui est ultra puissant, beaucoup plus terre à terre que le prompting, c'est la question. La question est un outil intrinsèque à l'apprentissage. Il faudra apprendre. Et quand on en apprendre, l'IA devient vraiment un outil, devient un assistant. Mais lorsqu'on ne sait pas apprendre et on fait que ingurgiter et copier, en fait, on n'apprend pas. On montre le résultat, mais on ne le comprend pas, on ne sait pas l'utiliser. On répond à un examen, on répond à une question posée lors d'un entretien, on fait une présentation pour avoir une note. Et les objectifs des ingénieurs aujourd'hui doivent vraiment, immédiatement, dépasser cela. Il faut comprendre le sens des choses, il faut savoir poser un problème, et pour savoir poser un problème, il faut savoir se poser les bonnes questions. Et quand je dis les bonnes questions, pas les bonnes questions dans le sens sémantique, mais dans le sens de construction de la question. J'ai ce type de problème, quelles sont les questions que je dois me poser pour décortiquer ce problème, le décomposer en sous-problèmes et commencer à penser à une solution. En quoi je vais être un consommateur d'IA, parce que la personne qui va utiliser un Claude ou bien un Gemini et qui va recopier le code, finalement, c'est un consommateur d'IA. Ce n'est pas un utilisateur ou bien un créateur de valeur à partir d'IA ou bien à l'aide de l'IA. C'est un consommateur. Je veux avoir une régression linéaire sur ce cas d'usage. Je prends mon CSV, je le donne à ChatGPT, je lui dis crée-moi le code qui fait une régression linéaire dessus. Il me le sort, je le copie et je vais aller voir comment si j'ai quelques paramètres à ajuster, etc. Je peux le faire au pif, peut-être demander à ChatGPT de faire quelques rounds. Et qu'est-ce que j'ai fait à la fin? J'ai fait de la transcription, j'ai fait du journalisme. Et même pas du journalisme de bon niveau. Et du coup, ce qu'il faut retenir, donc ce que je viens de dire, c'est un ingénieur doit comprendre ces architectures. Il doit comprendre le moteur derrière, comment il fonctionne. Il doit comprendre comment ces gens ont pensé à ces combinaisons de technologies, comment ils ont créé quelque chose qui synthétise, qui agrège, parce que finalement, c'est une agrégation de sémantique derrière. C'est une grosse agrégation ultra souple, flexible sur des bases de données, de connaissances. Et ce n'est pas une intelligence au sens humain, au sens biologique. En tout cas, pas encore. Et donc, c'est comme ça qu'il faut voir l'IA, je pense, à mon humble avis. Et c'est comme ça que les Marocains peuvent leverager, peuvent acquérir un levier d'utilisation de l'IA, notamment avec tout ce qu'on arrive à entrevoir comme nouveaux marchés, l'évolution industrielle du Maroc, l'évolution touristique et dans bien d'autres domaines. Donc il faut se saisir de cette occasion parce que tout le monde, et pour la première fois, on a quand même une sorte d'outil qui facilite la création de valeur. Donc il ne faut pas chercher plus de facilité, il faut plutôt le comprendre, le saisir et créer de la valeur réelle, créer de la valeur sur des use cases réels, créer de la valeur dans l'apprentissage, créer de la valeur dans la santé, créer de la valeur dans le transport. Et il y a plein d'acteurs aujourd'hui au Maroc, et tant mieux, qui essayent en tout cas de faire quelque chose avec l'IA et de proposer des solutions qui vont ouvrir de nouveaux marchés, ouvrir de nouvelles perspectives. Et c'est ça, en fait, l'évolution d'un pays. Il faut jamais oublier, c'est son tissu entrepreneurial et son tissu d'ingénieurs qui va créer de la valeur, et cette valeur pourra être exportée, pourra être vendue dans le marché local et faire développer globalement cette économie. Et l'IA peut être, enfin, pas peut être, devrait être et va être
un game changer. Donc, il faut s'en saisir. Il ne faut pas la voir comme une menace. Il faut la voir comme le nouveau de la classe. On essaie de lui parler, on essaie de le comprendre et on essaie de créer une alliance avec lui. Surtout si on est dans une classe où on est tous bons dans ce que nous faisons. Créer des alliances, c'est bien. Avancer en groupe, c'est toujours mieux. Parce qu'ensemble, on va plus loin et seul, on va juste plus vite, mais on ne sait pas où on va. صراحة داكشي الله l'intelligence artificielle يعني شنو هما لي كومبيتونس اللي كتشوف انه واحد الانجينيور اللي خاص يكون عنده دابا سيرتو انه كنشوفوا دابا كاين اي اي اجنت كاين بزاف ديال جينيراتيف اي اي كيدير اي حاجه بحال الكودين يعني ولا 100% اوتوماتيزي فهمتيني تبقى تبرومبتي تطلع شي حاجه ناضيه فهمتي Alors, يعني شنو هما لي كومبيتونس اللي غيوليو شي تاع الاي تي différentes choses à retenir de l'intégration de l'IA dans le quotidien d'un ingénieur en informatique. La première, on va décortiquer ce que tu viens de dire. Tu viens de dire qu'aujourd'hui, un ingénieur peut prompter quelque chose et créer, en tout cas, une application ou bien un système. دي بلاتفورم دابا كاين دي بلاتفورم صاص اللي ولاو ناسيونال ولا انترناسيونال غير بالاي اي تادير غابرومبتين تطلع شي بلاتفورم اللي دو ا زد فيها كاع لي سيستيم اللي باغي. D'accord, très bien. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que tu vas leur demander? Qu'est-ce que tu vas demander à l'IA? D'accord? Si tu dis qu'une plateforme SaaS peut être montée, moi je veux bien. Et c'est quoi le prompt? Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est quoi le produit que tu veux concevoir à l'aide d'une IA? Si tu ne sais pas construire un produit, qu'est-ce que tu vas prompter? Tu vas lui demander d'écrire du bout de code pour faire quoi? Des bouts de code pour faire quoi exactement? Des systèmes pour faire quoi exactement? Donc, il y a différentes phases d'apprentissage chez un ingénieur. L'intelligence artificielle, il faut la voir comme une révolution industrielle, comme la révolution industrielle. La révolution industrielle, qu'est-ce qui s'était passé? Des machines fonctionnant avec des moteurs mécaniques, utilisant de l'énergie à partir de combustible, est venue remplacer des personnes qui travaillaient manuellement, qui assemblaient des pièces manuellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu deux groupes de personnes. Il y a eu des personnes qui se sont dites, on va aller apprendre comment fonctionne la machine, on va apprendre les pupitres, on va savoir quelles sont les manivelles à utiliser, etc. Donc, c'est des personnes qui se sont saisies de cette occasion et qui se sont transformées en travailleurs post-révolution industrielle. Et donc, ils sont devenus des connaisseurs des machines, ils savent les réparer, ils savent les utiliser, ils savent les mettre en place, ils savent les démarrer, ils savent les arrêter, ils savent faire beaucoup de choses. Et ceux qui faisaient des travaux manuels, malheureusement, pour la plupart, ils n'ont pas pu suivre et on va dire qu'ils ont été atteints d'une certaine précarité. D'accord? Donc, si on voit l'intelligence artificielle de cette manière, avec les composantes de notre monde actuel, plus intéressant, c'est de savoir comment elle fonctionne et qu'est-ce que je peux en tirer et comment j'en fais bénéficier le maximum de gens. Donc ici se joint une vision technique, purement technique, technologique au début, parce que je veux apprendre comment ça marche. Mais ce qui est le plus important, c'est une vision valeur. Quelle est la valeur que je peux créer à l'aide de ces outils? Et lorsqu'on parle d'une vision valeur, c'est un sujet très très vaste, très très large. Et je trouve que l'enseignement, notamment au Maroc, ne touche pas énormément à ce côté-là. Parce que vous apprenez des techniques, mais vous ne faites pas assez de projets, vous ne faites pas assez d'ateliers, de combinaisons de ces techniques pour produire quelque chose d'utile. Par exemple, je ne sais pas, je ne suis pas en train de faire une assertion ici, mais je ne sais pas quelle est l'école d'ingénieurs dont le site web, par exemple, est fait par ces ingénieurs. Est-ce que c'est le cas de l'ENSA de... Là, on a des projets, certainement. Cette année, on a fait des projets, mais vrai, dès que tu as un projet, c'est plus mieux que tu manuellement. Mais du coup, j'ai une question très simple. Est-ce que j'ai une question très simple à laquelle je cherche vraiment une réponse, par exemple? Tu vois, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Parce que normalement, tu es un ingénieur. Et si tu es un ingénieur, en cours de formation, tu es déjà en capacité de produire de la valeur. Donc, c'est ce genre de chantier qui doit être octroyé aux élèves. Par exemple, je ne sais pas moi, une plateforme de gestion des absences, une plateforme de gestion d'emploi du temps.
Ce sont les élèves eux-mêmes qui doivent la développer. Surtout si les filières les plus populaires de l'école sont des filières informatiques. Il faut qu'on ait cet esprit création de valeur. Tu peux avoir une infinité de certifications, mais tu n'es pas assez imaginatif pour produire quelque chose à partir de ces connaissances. Et donc, tu es limité. Tu es limité et tu es rétrogradé au titre de connaisseur de technique. Parce que je n'ai pas envie de dire technicien, parce que je connais plein de personnes qui ont le titre administratif de technicien et qui sont beaucoup plus compétents que des personnes qui ont fait de l'ingénierie, mais qui, par manque de méthodologie, n'ont pas eu la maturité suffisante pour utiliser leur technologie, leurs connaissances dans la création de valeur. Donc, le point le plus important, créer de la valeur. Et pour créer de la valeur, il y a quelques piliers où on progresse tous ensemble. Tout d'abord, il faut avoir un esprit d'équipe. Il faut éliminer l'ego. Quand on prend la Chine, l'exemple de la Chine, c'est un pays qui, en 1950, était dans un état beaucoup plus délétère que le Maroc. Et c'est des gens qui ont sacralisé le travail pendant plusieurs décennies. Aujourd'hui, la Chine, on peut pas dire que on est dans la même course. On peut pas dire qu'on est dans le même marathon. Ils sont à une vitesse supérieure. C'est des gens qui ont respecté le travail. C'est des gens qui ne trichent pas. C'est des gens qui créent de la valeur. C'est des gens qui ont sacralisé le travail pendant un certain moment. Ils ont travaillé en groupe et ils ont créé une puissance mondiale. Le Maroc, chez les étudiants, malheureusement, il y a, je pense, je vais être un peu cru, mais il y a toujours cette idée de sauvetage. Il faut que نقولها بالدارجة خصني ندبر على راسي خصني صافي خديت الدبلوم خصني ندبر على خدمة. L'objectif. C'est pas bien, c'est dangereux. En fait, j'ai remarqué un truc que sincèrement, je l'ai jamais eu, et je ne le comprenais pas. Mais maintenant que je suis retourné au Maroc pour faire Tilmi Code et d'autres choses, maintenant je le comprends. Enfin, je le comprends, ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose, c'est une très mauvaise chose. Toutes les personnes au Maroc qui obtiennent un diplôme, dans leur tête, elles pensent qu'on leur doit un travail. Ça, ce n'est pas normal. On ne te doit rien du tout. Il faut que tu crées de la valeur. Il faut que tu sois à la hauteur du marché. Il faut que le marché, dans ses besoins, prouve que ton profil, que tes compétences vont combler ce besoin, vont innover pour combler ce besoin, vont trouver des solutions. C'est pas parce que tu as un carton, c'est pas parce que tu as validé des modules, quelqu'un dans ce monde te doit un job. Et ce mécanisme doit changer. Il doit absolument. Je pense à l'écosystème. ملي كيكون واحد l'écosystème اللي كامل اللي كيمشي بواحد الطريق انت كتقول بلي هذاك هو لو بون شومان هذاك. Qu'on le veuille ou non, la révolution de l'intelligence artificielle va brutaliser les systèmes. D'accord? Elle va brutaliser les systèmes. On ne peut pas attendre. Il faut faire le maximum il faut prendre le maximum de recul, il faut prendre conscience de l'impact et il faut prendre les choses par les bons bouts, par les bons côtés pour devenir un créateur de valeur. Parce que la question que tu as posée au début, quelles sont les compétences du futur? La première compétence, c'est déjà être un créateur de valeur. Et en fait, devenir un créateur de valeur n'est plus une question d'écosystème, n'est plus une question d'environnement. C'est une question fatale. C'est soit je deviens un créateur de valeur, soit je change de métier. D'accord? Parce que je ne sais pas si tu as déjà utilisé Gemini CLI, Jules, Codex. Ce sont des agents développeurs. Voilà, Codex bientôt Codex développera mieux que tout le monde. C'est ça ce que je veux dire. Oui. Mais s'il sait développer mieux que tout le monde, ajouter ce que vous voulez, il va le faire. C'est facile, juste prompter des tasks et il va le faire. Donc, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fera la différence? C'est qu'on prompte. Qu'est-ce qu'on demande? Voilà, exactement. Oui. Quelle est cette chose qu'on va lui demander de coder? Oui. Comment on se l'imagine? Comment on la construit? Comment elle est apporteuse de valeur? Donc, cette vision produit, vision valeur, c'est ce qui va changer. Et c'est ce qui va permettre à certains de suivre la vague et à d'autres de subir des conséquences qu'on ignore encore. Parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais ils vont subir des conséquences qu'on ignore. Des conséquences très probablement négatives. Donc, il faut devenir un créateur de valeur. Ensuite,
واحد لا La كيسيون deuxième chose, oui. واش بوتون فريمون كريي لا فالور بوندون لي زيتود يعني في هذيك لا بيريود واش سي ميو تكريي لا فالور بوندون لي زيتود ولا تتسالي يكون عندك لو طون ماشي يكون عندك لو طون مي تتسالي عاد تبدي يعني شنو كتفضل يكون احسن Anaïs, je vais te dire une chose. C'est une question qui est importante. Après, je veux pas faire une réponse cliché, mais je vais quand même dire quelque chose pour qu'on ne doit pas avoir un manque d'ambition. Ça veut dire. Cette question, elle sous-entend aussi, est-ce qu'on est capable de créer de la valeur pendant les études? Moi, je peux dire qu'on est capable de créer la valeur tout le temps, du moment qu'on décide de devenir un créateur de valeur. Par exemple, les plus grandes marques technologiques qui sont par exemple Facebook ou bien Microsoft, je vais prendre ces deux cas, leurs deux pères fondateurs ont quitté les études. On ne conseille pas de quitter les études parce qu'on n'est pas dans un écosystème où on va produire du Facebook ou du Meta ou du Microsoft. On ne conseille pas de faire ça. Mais on conseille de faire de la recherche et de faire de la conception de produits avec les connaissances acquises au fur et à mesure. Parce que on développe petit à petit cette culture création de la valeur, cette culture création de produits. Et on ne peut pas la faire à la fin parce qu'on se retrouve avec un temps mort inutilisable. C'est une fois que tu as ton diplôme, tu es pressé d'aller trouver un job. Sinon, tu périmes dans le marché du travail. On va te dire, ben toi, tu es sorti en septembre 2024. Qu'est-ce que tu as foutu jusqu'ici? Et quand tu es un créateur de valeur, même le choix de ton employeur devient clairvoyant, un peu plus intéressant. Parce que tu te dis, moi, lorsque j'étais étudiant, j'aimais bien les applications mobiles de paiement. Par exemple, je traitais les données de paiement, je détectais les fraudes. Donc, tu sais vers quel employeur tu dois te diriger. Et en présentant les projets sur lesquels tu as travaillé, bien sûr que tu vas être plus favorisé. Moi, j'aime bien les problématiques d'optimisation linéaire sur de la logistique, sur de l'industrie alimentaire, etc. Donc, tu t'orientes avec les projets que tu réalises parce que tu te découvres un intérêt à un paquet de solutions, un ensemble de solutions de certains problèmes. Ces problèmes sont sectoriels. Les problèmes de la santé ne sont pas les problèmes de l'industrie, qui ne sont pas les problèmes des transports, qui ne sont pas les problèmes de la finance, etc. Et donc, il est important, c'est pas seulement conseil, il est important de commencer à créer des applications. Lorsque je suis un ingénieur en informatique, je crée des applications. Par exemple, je sais pas, vous connaissez certainement des camarades, ils jouent de la musique. Est-ce qu'ils attendent de devenir des diplômés de musique pour créer de la musique? Non. Dès qu'ils ont commencé à apprendre un peu de la guitare, par exemple, ils commencent à improviser, à faire alors qu'ils n'ont aucune légitimité par rapport à un ingénieur qui est en train d'apprendre de l'informatique, dont il va devenir un expert. Et il ne se permet pas, il ne se donne pas la chance de créer quelque chose, une tentative de résolution d'un problème connu. Par exemple, pour les gens qui font de la data science, il y en a qui font du Kaggle, il y en a qui n'ont jamais fait de Kaggle. Tu connais? Voilà. Donc, si tu ne fais pas de Kaggle, tu arrives devant un employeur. Qu'est-ce que tu sais faire? Je connais le KNN. Est-ce que tu les as déjà utilisés? Non. J'ai répondu à des questions sur un examen. Comment je t'évalue? Comment je sais que tu comprends le truc? Tu peux l'apprendre par cœur, mais ça ne veut pas dire que tu sais l'utiliser. Donc, créer de la valeur commence dès les études. Et je voulais en venir à un deuxième point. Le premier point, c'est création de valeur. Le deuxième point, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, c'est l'esprit d'équipe. Tout seul, on ne fait rien. Voilà, il faut pas. Le genre de compétitivité qu'il y a au Maroc, moi, je trouve, je ne veux pas généraliser, mais pour la plupart du temps, on a des personnes qui essayent de valider leur truc, de valider leur module et d'essayer de trouver un taf. Et au cours du chemin, on va plus s'entraider à organiser un voyage que s'entraider à faire un projet. Tu peux avoir un ami avec lequel tu n'as jamais travaillé, c'est ton ami, tu fais un café avec lui tous les jours, et lorsque vous parlez projet, personne n'est plus là. Donc, l'esprit d'équipe, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte déjà l'engagement. Je m'engage avec un petit groupe d'amis à réaliser quelque chose. Et c'est la première forme de collaboration entrepreneuriale. Même si on n'a pas de RC, même si on n'a pas d'entité juridique, même si on n'est pas dans une entreprise, mais c'est la première forme collective de création de valeur, de tentative de création de valeur. Et c'est très important. Et c'est pas très répandu au Maroc. Ça devient de plus en plus répandu grâce aux réseaux sociaux, grâce aux
contenu qui encourage les jeunes à faire des tentatives, mais je pense que dans les écoles d'ingénieurs, c'est encore très timide. Et il y a des élèves qui sont très compétents, des étudiants qui sont très compétents et qui peuvent mettre à profit ces compétences pour tester des choses. C'est un truc qu'il faut absolument essayer de faire dès la première année du cursus d'ingénieur, c'est-à-dire dès les 3 dernières années. Parce que dans le cursus préparatoire, je peux comprendre. Parce qu'on a des sciences fondamentales, de la physique, de la thermodynamique, de l'algèbre, etc. Il faut se focaliser sur ça parce que c'est très important pour réussir après. Mais une fois on arrive en première année d'informatique, il faut pratiquer. Notamment les médecins, les pharmaciens et les médecins, eux, ils pratiquent quasiment tous les ans, ils font des stages. Parce que c'est en pratiquant qu'ils apprennent. Les ingénieurs, les stages qu'ils font sont beaucoup plus timides en termes d'implication. Et donc, il vaut mieux que vous faites vos propres stages. Vous dites, projet, en groupe, par exemple, nous, on va créer une petite application Airbnb locale, par exemple, et on essaie de la créer. Même si ça ne se vend pas. Et vous allez comprendre, en faisant des itérations, vous allez comprendre qu'est-ce qui empêche la progression vers de la valeur et qu'est-ce qui accélère la progression vers de la valeur. Ça, c'est le deuxième point. Donc, on a dit le premier point, créer de la valeur. Le deuxième point, l'esprit d'équipe. Le troisième point, qui est quelque chose de plus philosophique, d'accord ? C'est la constance. La constance, la persévérance et la constance. Je veux pas être dans l'absolu, c'est-à-dire je veux pas dire quelque chose qui est absolument vrai, mais la constance et la persévérance sont 2 indicateurs que tu vas réussir. La constance et la persévérance avec discipline, avec régularité, sont 2 indicateurs que tu vas réussir. Toute personne constante, persévérante, disciplinée dans ce qu'elle est en train de faire, peu importe ce qu'elle est en train de faire, elle est en train d'apprendre à créer des pots en terre, elle est en train d'apprendre à dessiner, elle est en train... Peu importe le domaine, la constance et la persévérance, adossées à de la création de valeur et de l'esprit d'équipe, ne font jamais mauvais ménage. C'est-à-dire qu'ils vont toujours faire mouche. On va toujours atteindre un niveau d'excellence, un niveau de progression, un niveau d'évolution. Donc moi, je trouve que ce sont les 3 points sur lesquels un ingénieur doit travailler aujourd'hui pour qu'en plus de son armement avec les outils IA, il puisse créer de la valeur et être toujours important pour une organisation. Surtout, زعما كنشوف créer une valeur عاد ماشي assez facile. Il faut زعما pas se décourager في البروسيس. Il faut avoir le courage باش تبدا. هذا أول حاجة. Après خاص داك le courage باش ما توقفش. يعني كاين 2 حوايج اللي هما دي بوين لي فور اللي خاص بنادم يخدم عليهم. يعني créer une valeur هي حاجة مهمة اللي خاص بنادم يخدم عليها من دابا كما قلتي. راه زعما أي واحد دابا في العصر ديالنا جو بونس إلا زعما كاع لي ريسورس باش يبدا ولا باش يكري واحد الحاجة ديالو زعما. وخاص غير كما قلتي ليسبري ديال ليكيب وداك لو كوراج باش تنطي ياك. أنا متفق معاك. Tu as repris un peu l'ensemble. Juste un petit truc. Je n'ai pas utilisé le terme bravoure. Je n'ai pas utilisé les termes sentimentaux. Je vais expliquer un tout petit point. C'est une façon de voir les choses. Chacun a sa façon de voir les choses. Moi, je vois les choses comme ça. Un entrepreneur qui avance, on va pas dire qu'il réussit, qui avance, c'est quelqu'un qui est un peu stoïque. Qu'est-ce que ça veut dire stoïque? Ça veut dire que il reste rationnel dans son process et il n'est pas impacté par les éléments extérieurs. Ça veut dire, j'ai commencé, d'accord? Et 2 mois plus tard, c'est la pagaille, ça marche pas, on a beaucoup de problèmes. Je ne dois pas être défaitiste. Je dois me dire, OK, ça ne marche pas, il y a beaucoup de problèmes. On va vers le mur. Ce mur ne va pas me tuer. Ce mur ne va pas m'altérer définitivement. Allons vers ce mur et essayons de comprendre tout ce qui s'est passé pour qu'on ait pris le chemin vers le mur. Donc, essayons de rationaliser tout ça pour comprendre dans le process qu'est-ce qui s'est réellement passé sans se mentir. Même si on est le coupable en quelque sorte, il faut se le dire. Il faut comprendre ce qu'on a fait comme erreur. Et il vaut mieux faire ces erreurs en étant jeune que de le faire lorsqu'on est à la tête d'une équipe et d'une entreprise et impliqué on va dire, dans un process beaucoup plus vital. Ça veut dire un process réel dont l'impact est mesurable sur le monde réel. Et donc, on doit faire les erreurs. On doit faire des erreurs tout en restant fidèle à nous-mêmes. Je suis en train d'apprendre. On doit rester fidèle à nous-mêmes, humble. Je me dis, en fait, j'ai fait cette erreur. Je reconnais avoir fait cette erreur. Maintenant, je vais comprendre comment je n'ai pas pu l'éviter.
qu'est-ce que j'ai fait de mal calculé pour en arriver là. Et c'est un apprentissage. Par exemple, en te parlant de ça, là, spontanément, je pense à toutes les tentatives d'application que j'ai faites auparavant. Et à toutes les fois où j'ai malencontreusement choisi l'option A qui va droit au mur au lieu de l'option B, et inversement. Et en fait, j'avais compris à l'époque un des éléments qui va m'aider à créer de la valeur plus facilement. Et donc, c'est en faisant des itérations comme ça, en se prenant des claques au début qui vont s'amoindrir au fur et à mesure, qu'on apprend à créer de la valeur, qu'on apprend à travailler ensemble. Parce que mes coéquipiers d'aujourd'hui sont des personnes que je connais, avec lesquelles j'ai fait quelques tentatives. Ça veut dire que c'est comme si tu prenais, je sais pas, tu prends le Real Madrid, il y a un nouveau joueur, il y a un temps d'adaptation. Il ne vient pas et devient systématiquement le buteur qui s'entend avec. Non, il y a un temps d'adaptation. De la même manière, une petite équipe tech, il y a un temps d'adaptation, il faut équilibrer les efforts. Il faut savoir, par exemple, Jawad, ok, tu n'aimes pas faire un truc, un tel, il préfère faire ce truc, il va te donner un bout de son travail et vous faites du rééquilibrage d'efforts pour que l'équipe puisse avancer avec d'efforts et un équilibre de satisfaction dont tu as parlé. Il faut rester motivé. Et pour rester motivé, il faut être satisfait parce que la motivation, c'est quelque chose de très volatile. Mais plus on voit qu'on est en train de progresser, plus c'est la détermination qui prend place. On n'est plus dans la motivation. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus ancré en nous. Et on avance et on voit, même si c'est court, on voit exactement le prochain point qu'on va atteindre pour rediscuter où est-ce qu'on va. Et on fait des itérations comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à une certaine maturité où on crée de la valeur monétisable. صراحة تبارك الله عليك زعما كلشي كلير وكلشي زعما كان ناضي صراحة دي كونساي اللي براتيك ودي كونساي اللي لأي واحد زعما يقدر ياخدهم واخا ما يكونش انجينيور واخا ما يكونش زعما لا كوميونيتي تاع الداتا يعني اي واحد يقدر يتفرج ويستافد زعما بزاف ديال الحوايج زعما كنشكرك والله الا بزاف مرحبا انا ça me fait plaisir ان les élèves ingénieurs me permettre واحد الحاجه ما يبقاوش ليميتي وما يبقاوش حاقرين راسهم لا انا ما كنعرفش خصني ليكسبيريونس جرب دير personne ne t'interdit de faire راه هو ديب سيك اوبن سورس دير qu'est-ce que tu attends tu vois c'est ça le problème c'est que j'attends je veux apprendre à faire le truc correctement je le fais mais non on fait le truc incorrectement et on apprend de chaque erreur pour le faire correctement cherchez pas la perfection تا واحد ما تزاد كيتمشى هذا هو اللي كاين naturellement on progresse en faisant des erreurs نقدر نسالي ان شاء الله هاد لا سيسيون تاعنا حاجه يعني شي كونساي ولا شي سيتاسيون اللي باغي زعما تخليها لواحد انجينيور تيك ولا واحد انجينيور داتا لو دومين ديالو يعني شي حاجه اللي باغي تزيدها ككونساي ولا شي سيتاسيون اللي باغي تختم بها زعما لا فيديو انا صراحه بوتيت غادي زعما الا بغيتو تتبعوا ماشي تتبعوا انا ما كندخلش لي ريزو سوسيو ما كنبارطاجيش فيهم بزاف شو اناكتيف كازيمون في لي ريزو سوسيو السميه ديالي في انستا داير AKW qui veut dire always qu'il faut toujours continuer à marcher je tente je me lève et je continue à marcher et ça c'est le point lorsqu'on a parlé des atouts d'un ingénieur c'est le point de la constance et la persévérance d'accord on ne va jamais faire tout parfaitement. On va faire toujours plus d'erreurs que de choses correctes. Il faut savoir on va toujours faire des choses erronées, des choses mal faites, que des choses correctes. Et c'est en les faisant très tôt qu'on s'améliore à un certain point où on atteint un niveau acceptable de choses correctes, un niveau fructueux de choses correctes, c'est-à-dire un niveau qui a une rentabilité et un impact positif. D'accord ? Ça, c'est le conseil que je donne à tous les étudiants. N'attendez pas, faut pas attendre. Continuez de marcher. J'ai commencé à apprendre une nouvelle technologie, je la teste. Si j'ai une idée de produit avec mon camarade, on rentre, on fait un git init, git pull, on commence. D'accord ? On développe un petit MVP, on le partage avec les autres, même si en open source, on s'en fout. C'est pas, par exemple, les communautés open source au Maroc sont très, très limitées. En fait, il y a plein de produits qu'on peut partager, qui sont très utiles, qu'on peut partager en open source. Et petit à petit, si la communauté fleurit, il y a des projets qui vont sortir derrière. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec Spark.
Spark, c'est une bibliothèque unifiée pour le processing des big data. Apache Spark. D'accord? Apache Spark est un outil open source. Avec le temps, la communauté s'est agrandie, les gens ont commencé à l'utiliser. À l'avènement du big data, donc je parle des années 2007, 2008, et il a évolué. Là, on est à Spark 3, je pense, ou bientôt on va être à Spark 4, si je ne me trompe pas. Et derrière, les fondateurs de Spark, ben, ils ont, avec le gain de la popularité de l'outil, ben, ils ont créé Databricks, c'est plateforme managée de Spark, qui est un produit open source. Donc, l'esprit de l'open source, il faut aussi qu'on commence à en avoir, surtout que maintenant, avec des outils qui existent, c'est beaucoup plus facile. Par exemple, je ne sais pas ce que vous faites en termes de traitement de données. Vous pouvez créer des bibliothèques de l'ENSA de Oujda pour la préparation et le traitement de données. C'est des choses très faciles et c'est des choses qui vont être réutilisées par tous les élèves. Je crée ma bibliothèque, je la partage sur GitHub, j'ai un package qui est réutilisable, j'ai une communauté qui commence à se créer, j'ai des contributeurs. C'est ça, en fait, la création de valeur. Donc, il faut avancer, il faut se donner des chances. Il faut se donner des chances. On ne peut pas attendre que quelqu'un vienne nous tendre la main et nous dire « Cette année, vous allez étudier X, Y, Z ». Lorsque vous finirez vos études, personne ne va vous dire « Il faut faire ci, il faut faire ça ». C'est ça, en fait, c'est ça la gifle qui va arriver. La gifle qui va arriver, c'est ben maintenant, il faut que tu te débrouilles. ونركزوا على واحد البوان اللي ديال الاي اي يعني الاي اي راه ما غيجيش وغيغومبلاسي يعني الجوبز تاع بنادم انما غيجي باش كومبليتي يعني متفق نتايا مع هذا لو بوان خاصنا غير كما كتقولوا غير يكون واحد لاكومبانيون مع لي تكنولوجي ويكون اجور بنادم. Il faut nuancer. Il y a des gens qui vont être remplacés. Il ne faut pas se mentir. Il y a des gens qui ne vont pas être remplacés. À toi de choisir fin barrette quoi. Il y a des gens qui vont être remplacés ou il y a des gens qui ne vont pas être remplacés. L'outillage. L'outillage, lire ce qu'on a d'un ingénieur. Une fois il a cet outillage, je pense qu'il se donne beaucoup plus de chances à ne pas être remplacé. يعني il faut être à jour. وكيفاش كتشوف زعما واحد الانجينيور داتا ولا تيك اونجينير ولا نهضروا تيك ولا داتا باش خاصو يكون à jour مع المارشي ومع لي تكنولوجي الجداد باش خاصو ديما يكون زعما يسويفي دي باج ويكون توجور لا ريشيرش. اولا انا كنامن بواحد الحاجه اللي هي situé pour la théorie fondamentale, il est plus simple d'être à jour dans les nouvelles technologies spécifiques. Je m'explique. Aujourd'hui, tous les ordinateurs, les endpoints en général, tous les terminaux reposent sur une architecture, une seule. C'est l'architecture de von Neumann. Tu la connais? Oui, j'ai déjà entendu. Voilà, l'architecture de von Neumann, il y a la base de tout ordinateur. Donc la logique de fonctionnement d'un ordinateur est la même partout. C'est-à-dire on a l'unité de processing, l'unité de stockage et l'unité de entrée-sortie. D'accord? Et donc, toutes les technologies, les nouvelles technologies, viennent répondre à une problématique spécifique d'une de ces unités ou bien d'un emplacement de ces unités. Par exemple, le stockage, on va avoir les bases de données relationnelles, qui sont plus rigides, structurées, on va avoir des bases de données NoSQL. Les bases de données NoSQL se basant sur des paradigmes différents des SGBDR, il faut aller comprendre pourquoi on les a créés. Pourquoi on a créé du clé-valeur, pourquoi on a créé du clé-colonne, pourquoi on a créé du orienté document, pourquoi on a créé du orienté graphe. Donc, il faut comprendre pourquoi on a créé ces choses-là. Ça, je parle des ingénieurs en data. Le processing, c'est la même chose. Je veux traiter de la donnée en flux continu. Je veux traiter de la donnée en batch. Il faut que je comprenne déjà la raison. Pourquoi j'ai besoin de traiter de la donnée en flux? Pourquoi j'ai besoin de traiter de la donnée en batch? Pourquoi j'ai besoin de charger la donnée en RAM, en mémoire vive, pendant le traitement? Pourquoi? Et donc, il faut avoir cette vision holistique. Et quand on a cette vision holistique, on n'est plus en attente de nouveautés, en attente de résolution d'un problème spécifique. Par exemple, lorsque ChatGPT est arrivé, il y a des gens qui attendaient ChatGPT 3, ChatGPT 3.5, ChatGPT 4. Il y a des gens qui attendaient ChatGPT agent, ChatGPT codex. Ils attendaient la feature où ChatGPT se connectait à GitHub. Pourquoi? Parce que eux, ils savent à quoi servent tous les modèles, etc. Théoriquement, ils les ont pas testés, mais
ils ont des problématiques sur lesquelles ils s'attendent à une résolution. Et donc, leur veille technologique devient plus ciblée. Par exemple, ce dont on vient de parler ici, c'est de la data, stockage, processing, et des modèles, l'évolution de l'IA générative. D'accord ? Il y a d'autres personnes avec lesquelles tu pourrais t'entretenir, qui vont être beaucoup plus avancées que moi, et la plupart des gens, sur de la blockchain. Des problématiques de temps de transaction, de bridging avec toutes les autres blockchains, etc. Et pourquoi ? Parce qu'ils s'intéressent à ces problématiques et ils attendent les nouveautés sur ces problématiques précisément. Donc, en fonction de mon fondamental, en fonction de mon théorique, de ma connaissance théorique, et en fonction des challenges qu'il y a sur mon domaine d'expertise, par exemple, moi, je suis sur de la big data, ben, sur les limites de ce domaine qui est la big data, il y a des problématiques qui sont très challengeantes. Et ben moi, je vais faire de la veille sur ces problématiques. Parce que plus j'en sais, plus je suis performant sur mon sujet. C'est une manière de construire une bonne veille technologique. Parce que tu fais de la veille technologique tout confondu, tu n'es plus un ingénieur, tu es un streamer. Tu as un décryptage, nouveautés technologiques, etc. Un ingénieur, il a une spécialité. Il doit faire de la veille sur cette spécialité. Par exemple, il y a des gens qui font de la veille sur de la cybersécurité. Ils sont sur Virus Total, ils sont sur... je ne sais plus les termes, parce que moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Et donc, ils sont sur ces sujets-là. Ils regardent les Zero Day, sur Zerodium. Ils voient les bounties, les nouveaux bounties qui sont apparus, etc. Donc, la veille doit être focalisée sur mon domaine de base, mon domaine fondamental. Je dois savoir les problématiques les plus récentes qui n'ont pas encore été résolues dans mon domaine. Et comme ça, je suis un peu l'évolution des solutions. Par exemple, pour vous donner un petit exemple, dernièrement, enfin, il y a un certain temps, pas dernièrement, il y a quelques années, le processing en micro-batch, il écrasait les fichiers. Et une technologie simple, mais c'était une rupture à l'époque, elle était sortie pour créer des formats de fichiers qui permettent d'historiser la version de chaque fichier qui est stocké dans un système de fichiers et de pouvoir naviguer entre ces versions au moment où on perd de la donnée ou bien un job il n'est pas terminé, etc. On ne perd pas toute la donnée. Ça, à l'époque, c'était une révolution. Aujourd'hui, c'est devenu un standard. Donc, c'était du Spark, RDD. Et lorsque le job il tournait plus à cause d'un bug ou bien à cause de mémoire qui était over-rempli, et donc la mémoire vive ne permettait pas au job de terminer. Le job, il était killé, et la donnée qu'il était en train d'écrire, elle était perdue à tout jamais. Et la donnée sur laquelle il faisait l'overwrite aussi. Et donc, cette problématique faisait que les jobs Spark étaient très difficiles à manager, et ensuite, ils ont inventé Delta Lake. C'est la même équipe qui avait inventé Spark, qui avait inventé Delta Lake, et Delta Lake faisait quoi ? Elle historisait les versions de ce fichier-là sur lequel on est en train d'écrire. Si le job il est killé, on peut faire un rollback, comme si on faisait de la transaction acide, mais sur des fichiers. Faire un rollback et on revient à une version stable. À l'époque, c'était une révolution. Aujourd'hui, dans les data lakes et dans les architectures distribuées de traitement de données et de stockage de données, c'est un standard. On ne peut pas travailler sans format de fichier versionnable. Il y a des technologies qui permettent de faire ça. Et c'est des technologies très intéressantes pour les data engineers, notamment. Donc, il y a Iceberg, Rudy et Delta Lake. Donc, voilà, 3 petits titres pour les gens qui sont intéressés, qui peuvent se documenter un peu pour comprendre à quoi servent ces technologies et quelles sont les problématiques qu'elles viennent résoudre dans des architectures distribuées de traitement de données. بارطاجيتيها زعما اي حاجه اي بوان اي كيستيون جاوبتي عليه زعما كان عندك شي بالديتاي لاكسبتاسيون بعد ديال لانفيتاسيون انك تعطينا شي ساعه زعما من وقتك زعما في بليزير avec grand plaisir partager l'information شكرا بزاف والله. Avec grand plaisir. Le plus important pour nous, c'est d'avoir plus de pépites, de plus en plus d'ingénieurs capables dans le domaine de la data ou l'IA. On en a besoin. Il y aura un besoin في المغرب. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui peinent à trouver des profils. Donc, elles essaient de rapatrier des expérimentés de la diaspora marocaine à l'étranger, etc. Mais je pense qu'on peut, au Maroc, produire des profils assez compétents. Il faut un état d'esprit qui va avec. C'est pour ça que je partage tout ça avec vous. Maintenant, utilisez-le bien. C'est ça le plus important. Merci beaucoup, والله. شي ساعة دابا دازت تجربة والله. Merci beaucoup, والله. Déjà ça ساعة دابا والله الحمد لله. شكرا بزاف. داكشي كان زعما الله إلى الله. شكرا بزاف.
نتمنى من الله ça vous aide. Et لا بزاف كاع. essayez de nous suivre sur LinkedIn, sur notre page Tilmicode. Bientôt, on va commencer aussi à partager des avancées technologiques sur nos produits. Si vous êtes intéressé, etc., ça vous permettra de réutiliser les concepts, de les tester vous-même, en même temps de faire notre connaissance, de savoir comment on évolue, comment on développe notre roadmap. كاع اللي غنحطوهم زعما بنادم يكونسولتي ويشوف. زعما صافي بليز انه بحال واحد البلاتفورم بحال تيلميكود انها تكون زعما في المغرب، وانها زعما تمشي على مع هاد لا ترانسفورماسيون اللي واقعه دابا تاع ليا ولي زاسيستون. زعما صافي بليزير انها تكون والله الحمد واحد لله. التكنولوجيا اللي جو بونس لا سيبل تاعهم هما لي جون من 6 ans حتى ل 18 جو بونس. Exactement. Pour l'instant, on est sur ce créneau-là. Mais qui sait, dans le futur, Inch'Allah, est possible Inch'Allah. qu'on étend ça à tout le monde avec des modules plus généralistes sur des sujets supérieurs, des sujets qui ne sont pas liés que à l'informatique et au programme national jusqu'au baccalauréat, mais bien plus. Inch'Allah, ya. ان شاء الله. شكرا بزاف عاد خويا محمد، والله شكرا بزاف. ميرسي. الله يشكرك.